Ouais, zéro, pour te faire une petite pression, Sylvain. Merci. Alors, rebonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette deuxième portion de la journée qui, elle, va plus s'attaquer cette fois-ci aux pratiques professionnelles à partir des usages et des concepts dont on a parlé ce matin. Alors, pour rappeler brièvement, nous allons vous présenter, les membres de l'Observatoire, une étude que nous avons faite cet hiver sur les animateurs de communauté. Et sans tout répéter dans l'ordre du jour de ce que j'ai donné ce matin, ça va être enchaîné avec notre ami Luc Dupont de l'Université d'Ottawa, par la suite Patrice Leroux de l'Université de Montréal et Antoine Dupin de Chalifour Communication pour par la suite revenir en fin de journée sur un forum de discussion portant sur les enjeux de la gestion de la e-réputation dans les médias sociaux. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà commencer et je vais être impolie parce que c'est moi qui dois commencer avec la première diapo. N'est-ce pas? Alors, c'est un petit peu spécial. Alors, je vais y aller rapidement ou je peux déjà la faire d'ici? Pour la caméra? Non, je vais aller là. D'accord. J'en ai seulement une ou deux. Faire une mise en situation un petit peu des cadres. Alors, Joanie? Présentation serait. On est des cordonniers mal chaussés, veuillez nous excuser. Alors, je me suis occupée et assurée que les gens avaient leur communication là, sauf que je ne vois pas la mienne, la nôtre. S'il te plaît. Vite fait, merci au pas de course. On s'excuse. Je me suis fiée qu'elle était là. Joanie, notre présentation, s'il vous plaît. Elle est là, c'est juste. Ça sera pas le fun. Est-ce que ça, c'est bien notre dernière? Veuillez nous excuser, hein, c'est moche. Hein? On s'occupe de celle des autres, on ne s'occupe pas de la nôtre parce qu'on prend pour acquis que la nôtre est là. C'est bien celle-là. C'est bien celle-là. OK. Alors, cet hiver, nous avons procédé, on a même commencé à l'automne, tôt à l'automne. Excusez, de rester devant. Excusez, je suis habituée de me promener, moi, dans les salles de cours, alors je ne reste pas devant juste un focus. Bon. Alors, on a mené une étude sur les animateurs de communauté en s'intéressant, bien sûr, aux enjeux sur la e-réputation. Et ont collaboré nos collègues, François Grenon, bien sûr, chargé d'enseignement à l'Université Laval et mon co-directeur adjoint de l'Observatoire, et bien sûr Anthony Bousset, étudiant au deuxième cycle, et Julien Watine, étudiant aussi au deuxième cycle, qui n'a pas pu, malheureusement, pour des raisons de santé, se joindre à nous aujourd'hui. Alors, contexte et définition sur lequel, à partir duquel nous, on a travaillé, c'est qu'on est parti en faisant une petite recherche de ce qu'est le mot réputation, pour commencer. Et on a trouvé, bien sûr, que ça provenait du latin reputatio, qui voulait dire une évaluation sociale et subjective qui était construite à partir de deux phénomènes. Le phénomène de l'identité, donc l'identité de la personne, de l'organisation, etc., mais aussi à partir de la perception qu'ont les autres de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, et autant pour les individus que les organisations. Pour cette fois-ci, on s'est intéressé aux organisations. Donc, on a dit, la e-réputation, on est toujours mêlé entre le E ou la e-réputation, dépendamment si on le dit en français ou en anglais, on ne le sait plus, mais disons qu'on va l'appeler la e-réputation pour les besoins ici aujourd'hui en français. Et donc, la e-réputation, bien, c'est ni plus ni moins seulement que le prolongement de ce qu'on savait déjà de la réputation, mais dans un contexte d'identité, mais d'identité numérique. C'est la seule chose en e-réputation puis réputation. Et elle se construit, bien sûr, à partir d'interactions, comme on le voyait ce matin, ou de conversations en ligne. Alors, très souvent, on dit
On va parler de la réputation, englobant aujourd'hui la réputation ou vice-versa. La réputation finit par avoir une conséquence sur la réputation globale de l'organisation. Alors, on s'entend là-dessus, sauf que nous, ce qui nous intéressait, c'était de la mettre en contexte dans une situation de crise. Parce qu'on se dit, beaucoup, nous, en relations publiques, on va étudier la gestion des relations à partir de comment on peut éviter certaines crises, de ces signes avant-coureurs pour éviter qu'elles dégénèrent en crise, effectivement. Donc, on s'intéresse à la communication dite sensible, qui est la première phase, et lorsqu'on atteint une quatrième phase et qu'on dépasse un élément déclencheur, une phase aiguë, et jusqu'au moment où là, tout le monde est au courant de la crise, ce que personne n'aurait voulu, et avant qu'elle se restabilise, on dit, bien, pour éviter qu'il y ait crise, on va d'abord mettre l'accent sur la communication dite sensible, donc les premiers signes avant-coureurs. Donc, la crise, c'est la phase ultime d'un ensemble de dysfonctionnements, comme nous disait notre ami Roux Dufort, qui met en péril la réputation globale de l'entreprise, la stabilité, voire même sa disparition, très souvent. Alors, on dit, les animateurs de communauté, quel est leur travail dans ce cadre-là? Bien, les animateurs de communauté se doivent de développer des compétences afin d'influencer de façon favorable ces interactions en ligne qui ont une conséquence importante sur l'organisation, sur la réputation, et ainsi minimiser les risques potentiels de crise. Alors, Thierry Libert dit toujours qu'effectivement, lorsqu'on voit une série de dysfonctionnements, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en crise, mais que si on avait porté un premier regard sur les premiers écueils de dysfonctionnement, on n'en serait probablement pas là. Alors, je vais passer rapidement. Nos repères théoriques, outre le fait de s'intéresser à Libert, bien sûr, et à notre Roux Dufort et notre ami Groening, vers qui on retourne toujours, c'est qu'il a installé les assises très particulières de la communication bidirectionnelle symétrique. Dans la communication bidirectionnelle symétrique, ce qu'il en dit, c'est que dans un rapport où deux groupes de communicants interagissent, ils ont un rapport égal entre eux. Et il aborde ces deux dimensions qui sont très importantes. Il parle de communication et de relation. Et c'est ce qu'on fait qui représente la base des pratiques Web 2.0, et déjà, lui, Groening en parlait en 84, parce qu'il disait que lorsque on accordait un pouvoir égal, une écoute, une compréhension aux deux groupes communicants, on pouvait installer des relations de confiance qui faisaient en sorte qu'on peut économiser une crise, des pertes financières importantes, etc. Alors, la base des pratiques Web 2.0, elles étaient vraiment construites à partir de ces deux dimensions qui étaient la communication et les relations. Et c'est un modèle qui est beaucoup plus axé vers la compréhension plutôt que la persuasion, qui était le tout premier modèle de communication de relations publiques, qui était de l'ordre de la propagande et tout. Lui dit, ce qu'il faut, c'est plutôt aller vers le modèle de communication symétrique bidirectionnelle qui, ceci dit en passant, est devenu la théorie de l'excellence des relations publiques en 2002, et elle a reçu la norme ISO 2007 parce qu'elle a été reconnue internationalement par son application dans les organisations. Donc, c'est quand même un modèle théorique qui est important. Là où on entre dans une situation qui est particulière, c'est Bloch qui arrive en nous disant, lorsqu'on est en crise 2.0, c'est qu'on est justement entré dans une communication asymétrique. Communication asymétrique, par opposition asymétrique, c'est que là, il y a un jeu de pouvoir plus grand d'un groupe de communicants sur un autre, et c'est là que ça déstabilise et que ça crée des dysfonctionnements importants. Et lui dit, dans une crise 2.0, c'est justement ce qui se produit, c'est qu'on est vraiment dans un modèle de communication asymétrique dont l'objectif est de stigmatiser le comportement d'une organisation pour la rendre dysfonctionnelle, pour l'attaquer directement à sa réputation. Et sa cible, c'est l'opinion publique.
J'entendais tout à l'heure, encore, on en discutait sur l'heure du lunch, lorsqu'on parlait du droit et du tribunal et des lois qui sont existantes ou pas. Notre collègue de National disait qu'il y ait loi ou pas dans l'opinion publique, lorsque vous êtes au tribunal de l'opinion publique, ça peut faire aussi mal que lorsque vous êtes au tribunal pour être jugé sur une cause. On le voit dans toutes les situations de crise qui se produisent. Et pour terminer là-dessus très rapidement, parce que je vais dépasser le temps, on s'inspire du cadre théorique de la gestion des relations parce qu'on transpose ces modèles de communication idéale où on donne une écoute et une compréhension à deux. Et lorsqu'on la transpose aux médias sociaux, nos amis Leadingham, Browning disent que lorsqu'on fait de la communication et de la relation, les deux dimensions importantes des modèles de base dont on s'inspire, bien, ils disent ce qu'on fait, c'est de la gestion des relations. Et il y a 5 indicateurs importants pour mesurer cette gestion des relations-là, et c'est la transparence, la fiabilité, l'implication, l'investissement et l'engagement à long terme. Et je ne vous dévoilerai pas tout de suite le punch des résultats d'Anthony qui va s'avancer pour venir vous les présenter, mais nous sommes partis de la proposition de départ de dire la manière la plus efficace de gérer une communication sensible, c'est de mettre en place au préalable un dispositif de communication bidirectionnelle symétrique, donc on reconnaît là le modèle de Browning, et appliqué aux médias sociaux, c'est que ça comprend des mécanismes d'écoute et de recherche pour s'adapter aux logiques des internautes. Alors, je vais laisser Antoine vous révéler les résultats de cette étude pour laquelle je vous ai dressé un cadre théorique vraiment très limité pour le moment, mais ça rend quand même l'idée d'où nous sommes partis pour vous présenter les résultats de la recherche qu'on a faite. Merci. J'ai besoin de faire quelque chose là. Ça va. Excusez-moi, c'est Anthony et non Antoine. Excusez-moi, Anthony Ducet. Excusez-moi. C'est qu'on a perdu l'écran pendant que tu parlais. Ouais. Je te dormais. On en fait toujours plus. On en fait toujours plus. On va partir. Bon, ce sera pas bien long. Je pensais que c'était lui. Ah, ok, c'est un autre PowerPoint. Faire le baisse le haut. Ok, c'est lui. Peut-être que je suis fait de quoi avant ça par rapport. Ok, c'est bon, parfait. Puis, je vais ta page, puis on se lève. Fait que. Ah, quel écran. Bon, alors, c'est parti. Bon, ben bonjour tout le monde. Alors, comme on l'a dit, on va parler de la recherche qu'on a faite cet automne et au début de l'hiver sur les animateurs de communauté, particulièrement sur leurs pratiques de communication sensible. Alors, rapidement, pour faire un portrait de la recherche, de la méthodologie, dans un premier temps, 3 techniques de collecte de données. Donc, une revue de la littérature, comme Mme Charret vient de nous le présenter, des entretiens semi-dirigés qui ont vraiment été le cœur de la recherche. On a été rencontrer des animateurs de communauté, leur poser des questions. Bref, on a été apprendre à les connaître. Et finalement, une analyse documentaire de ce qui sont publiés sur les médias sociaux, mais aussi des documents de gestion qu'ils utilisent, des plans de gouvernance. On a parlé de la gouvernance beaucoup aujourd'hui, également hier au colloque de l'ITIS, d'autres outils, des processus de gestion des commentaires comme celui réalisé par l'Observatoire des médias sociaux en 2011, et etc. Donc, stratégie d'utilisation, charte éthique, on va y revenir un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la sélection des participants, je vais passer quand même rapidement sur cette poutine-là méthodologique. Alors, on est allé par recrutement de proximité. Il faut comprendre que les animateurs de communauté, c'est un milieu qui est quand même serré, des gens naturellement sur les médias sociaux. Alors, on est passé par réseau de contacts qu'on avait. Il y en a certains à l'Observatoire, des collaborateurs qui sont des animateurs de communauté. Et finalement, bien, on les a approchés directement par Twitter en allant voir des sites où ils se rencontrent. Donc, on a été vers eux et on les a invités à participer à cette étude-là en autant qu'ils respectaient les 3 critères de sélection qu'on avait sélectionnés. Donc,
rapidement avoir géré au moins une situation de communication sensible. Donc, c'est un petit peu difficile d'étudier la communication sensible s'ils n'en ont jamais fait. Ensuite, occuper toujours un emploi dans le domaine des communications et au moins 18 mois d'expérience dans la gestion de communauté. Et pour ce qui est de la communication sensible, certains nous demandent parfois pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de crise? En fait, c'est que le terme crise, on trouve, c'est un peu fort pour désigner la réalité des médias sociaux, de la gestion des enjeux qu'il y a parfois à faire. C'est-à-dire que si on pense à une crise, on pense à la sonde avec des centaines d'internautes qui viennent déferler sur notre page, alors que finalement, la gestion des enjeux, ça peut être aussi simple qu'un commentaire négatif sur notre page Facebook et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va le supprimer? Est-ce qu'on va l'ignorer? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien ça, c'est de la communication sensible au même titre que la crise à grande échelle. Et pour nous, ce vocable-là, c'était une façon d'élargir nos horizons, d'avoir un ensemble de cas assez variés pour finalement constituer un corpus de recherche assez intéressant. Donc, et pour ceux qui pourraient se poser la question, on ne s'est pas limité pour l'étude pour les médias sociaux. On a été autant les crises ou communications sensibles sur Twitter, sur Facebook ou même sur d'autres médias. On était très ouverts à ce niveau-là. On s'en doute, la plupart des cas étaient quand même sur Facebook. Pour vous présenter rapidement le profil de nos participants, eh bien, on a eu 16 personnes qui ont participé à l'étude, donc 9 hommes et 7 femmes, le 3/4 entre 25 et 34 ans, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que c'est beaucoup des jeunes qui travaillent dans le milieu des médias sociaux, de l'animation de communauté. Un portrait d'organisation assez varié, donc 6 personnes qui travaillaient soit dans des agences, soit comme consultants à leur compte, 6 personnes dans des organisations publiques, donc ça peut être autant des agences gouvernementales, des ministères, organismes publics, 2 personnes dans les organismes à but non lucratif et 2 personnes qui travaillaient dans des universités. Et finalement, les communautés, au moment de l'étude, étaient entre 1000 et 50 000 internautes. Donc, c'est quand même une bonne diversité de cas, ce qui est intéressant pour nous. Et on va y revenir un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces animateurs-là, le 3/4, avaient une opinion assez favorable de ce que leur organisation faisait sur les médias sociaux, oui, mais aussi à l'interne, ils trouvaient que leur organisation intégrait bien les médias sociaux à sa culture, que c'était bien fait, qu'ils avaient une bonne liberté d'action. Et finalement, au niveau du profil académique, bien, il y avait le 3/4 qui avait un baccalauréat, le tiers du total, pas du 3/4, qui avait une maîtrise, et le 2/3 avait étudié en communication ou en marketing. Pour ceux qui se le demandent, les autres, souvent, c'était des gens en histoire, en administration, qui, de leur propre aveu, avaient changé de voie pendant leur parcours sur le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'on a validé? Bien, tout d'abord, un profil sociodémographique assez rapidement. On a dit, on veut apprendre à les connaître, bien, on a posé des questions en lien avec ça. Les outils de gestion qu'ils utilisent, que ce soit pour faire de la veille, pour évaluer leur présence. Les pratiques de communication sensible, en fait, c'est qu'on a demandé à chaque animateur de nous exposer une étude de cas où il y a eu l'affaire gestion des enjeux, gestion de communication sensible. Donc, autant ça peut être un commentaire négatif qu'une grande gestion de crise qui a impliqué toute l'organisation. Donc, on n'a pas été sélectif à ce niveau-là, donc on a été très ouvert. Et finalement, l'importance qu'ils accordaient aux 5 indicateurs de la gestion des relations de Ledenham et Bruning, donc transparence, implication, fiabilité. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, on leur a demandé de nous expliquer de façon, pas selon une échelle de 1 à 10, mais vraiment, quelle importance vous accordez à ça. Et on a eu quand même des nuances assez intéressantes. Alors, pour commencer rapidement avec les résultats qu'on a eus, bien, les outils de veille les plus utilisés, TweetDeck, pas surprenant, Google Analytics, plus comme outil d'évaluation, celui-là, les statistiques sur Facebook, et les Google Alerts qui, eux, sont utilisés par pratiquement tout le monde, même si certains ont dit que c'est pas vraiment très efficace, mais on l'utilise quand même pour faire de la veille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'outils d'évaluation sur Twitter. Il y en a. Il y a quand même TopSign, notamment, qui permet de faire un peu d'évaluation, mais souvent, les gens n'utilisent pas ces outils-là. Ils préfèrent utiliser des outils qui sont intégrés, comme les statistiques sur Facebook. Au niveau des outils de gestion, il y en a quand même eu beaucoup. On a été agréablement surpris à ce niveau-là. Donc, le 3/4, 12/16, politique d'utilisation des médias sociaux, ils en avaient une ou quelque chose d'équivalent. Ça peut être une stratégie d'utilisation, par exemple. Calendrier éditorial, assez répandu aussi, 14/16. Et finalement, charte éthique, 1/3. Donc, charte éthique, ce qu'on entend par là, c'est vraiment un document pour baliser à l'interne de l'organisation qu'est-ce que les employés ont le droit de faire et de ne pas faire. Donc, 1/3, un petit peu moins répandu, celui-là. Au niveau des résultats, la gestion des relations, bien, tout d'abord,
Le premier, qu'est-ce qui est ressorti de la transparence? Bien, naturellement, ils nous ont tous dit, bien, c'est primordial, la transparence. C'est vraiment unanime de ce côté-là. Tout le monde est d'accord pour dire que la transparence, oui, il faut être transparent. Même certains disent, c'est notre raison d'être sur les médias sociaux. Si on n'est pas transparent, à quoi bon y être? Par contre, ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que c'est un point de vue qui est assez nuancé. Donc, il dit, oui, on va être transparent, mais on ne mettra pas forcément de l'avant des informations qui ne sont pas à notre avantage. Si quelqu'un nous les demande, bien, on ne va pas lui mentir ou être cachotier, mais on ne mettra pas forcément de l'avant une information si on ne veut pas qu'elle se retrouve sur Internet. On va quand même, c'est une transparence sélective, on pourrait le voir comme ça. Au niveau de la fiabilité, le deuxième, là c'est encore une fois très important, fiabilité, encore on l'a adapté à la réalité des médias sociaux, bien, c'est est-ce qu'on est fiable, est-ce que l'information qu'on diffuse est exacte? Donc, bien, naturellement, ils ont tous dit, bien oui, il faut que l'information soit fiable, il faut toujours vérifier ce qu'on va avancer sur les médias sociaux. Donc, vraiment, ces deux-là, comme je l'écris un petit peu plus bas, c'est les deux piliers. Mais certains nous l'ont dit assez souvent, la fiabilité, la transparence, c'est les deux piliers de notre présence sur le web. Si on n'a pas ces deux-là, bien, finalement notre communauté s'effondre. Il faut qu'on maintienne toujours transparence, fiabilité. Si on se fait pincer à avoir manqué à ces deux critères-là, bien, c'est là que ça peut être dangereux pour notre communauté. Les trois autres indicateurs ils ont été jugés aussi importants, mais dans une moindre mesure. Ce n'est pas des critères, mais c'est plutôt des aspects dont il faut tenir compte sur les médias sociaux et qui finalement sont intéressants pour faire grossir une communauté ou plutôt dans des perspectives à long terme. Donc, l'implication, ici, on l'a adapté à la réalité des médias sociaux, c'est-à-dire s'impliquer auprès de sa communauté, interagir avec eux, leur poser des questions, par exemple. Vraiment, l'interaction, ils ont dit, oui, c'est intéressant, mais encore une fois, pas tout le monde. Certains organismes publics ont dit, nous, on est là comme source d'information, on est là si les citoyens ont besoin de nous, mais on n'a pas besoin nécessairement d'interagir avec eux s'il n'y a pas de besoin. Vraiment, on est là pour les aider, mais on n'a pas intérêt à pousser toujours de ce côté-là. L'investissement, c'est niveau financier un peu plus, des concours, des coupons rabais, par exemple, le meilleur exemple. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Certains disent c'est intéressant pour faire grossir une communauté, mais on est déjà satisfait de la croissance de la nôtre, alors on n'est pas intéressé à aller vers cette avenue-là. Finalement, l'engagement à long terme, assez particulier celui-là. Les animateurs qu'on a rencontrés nous ont dit oui, c'est important, mais je ne pense pas que ce soit une priorité pour l'organisation ou pour moi pour l'instant. C'est souvent ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un manque de vision à long terme. Donc, les animateurs vont faire des stratégies un peu plus sur le court terme, ils vont interagir avec les gens, mais ils n'ont pas une vision à long terme, où est-ce qu'on veut être dans 1 an, dans 6 mois. Ils font la gestion de leur page, ils le font de leur mieux, mais ils n'essaient pas de voir nécessairement sur un horizon à long terme. Et ce qui arrive, dans certains cas, c'était des consultants ou des gens à contrat, parfois, pour eux, ils se disaient, pour l'instant, je gère la page, mais ça ne sera pas toujours le cas et je ne sais pas ce que l'organisation va faire si je ne suis pas là. Finalement, au niveau des études de cas, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré toute la diversité, assez rapidement, il y a eu une certaine dichotomie entre les cas. On va les appeler tout simplement les majeurs et les mineurs. C'est-à-dire que la moitié des cas, c'était seulement une personne qui allait interagir sur la page de façon négative, un commentaire négatif. Ça pouvait être autant en lien avec quelque chose qui a rapport à l'organisation sur son site web, sur les médias sociaux ou totalement extérieur à cet univers-là, donc quelque chose qui est arrivé en magasin, par exemple, et on vient parler de ça. Et dans la moitié des cas, il n'y avait tout simplement aucune intervention ou on supprimait le commentaire. Ce qui arrive des fois, c'est que les gens faisaient le pari, si c'est seulement un individu, c'est pas tout à fait une crise, on va le laisser aller. Par contre, lorsqu'il y a des gens qui vont suivre le lead, si vous me permettez l'expression, de cet individu-là, c'est là que ça peut dégénérer dans une crise majeure. Et là, forcément, il faut qu'il y ait d'autres interventions. Rapidement, la plupart des crises étaient sur Facebook, mais il y en a eu quelques-unes sur Twitter. Et de ce qu'on a remarqué et de ce que même les animateurs nous ont dit, c'est que les crises sont plus souvent sur Facebook, mais elles sont beaucoup plus faciles à gérer sur Twitter, ne serait-ce que par la façon dont le média fonctionne. Donc, c'est un fil d'information. Un commentaire négatif se perd assez facilement dans le fil, alors que sur Facebook, il reste pogné un peu, si on veut, sur notre page. Donc, avant la crise, les pratiques, pratiquement
tous les animateurs ont dit qu'ils faisaient de la veille. Par contre, malgré cette veille-là, à peu près le 2/3 ont dit on a pu prévoir la crise, on s'y attendait un peu, mais de ce nombre-là, seulement la moitié, donc bref, le tiers, ont posé des gestes. La principale excuse, souvent, c'est on a manqué de temps. Le temps entre où est-ce qu'on a vu qu'il y aurait une crise qui allait venir et le temps où elle s'est produite, c'était tellement court que finalement, on n'a rien pu faire. Les gestes posés, souvent, l'appel au calme. Donc, on dit aux gens, on garde ce calme, on garde un discours poli. Aussi, le geste qui est le plus efficace, naturellement, la réparation. Si c'est un problème, par exemple, un spectacle, les chaises sont mal... Par exemple, il y en a un, c'était les chaises sont mal placées pour le spectacle, les personnes handicapées ne voient pas. Eh bien, on répare la situation, voilà, la crise est gérée. Supprimer les commentaires, assez fréquent, plus de la moitié des animateurs disent que souvent, ils vont supprimer les commentaires, toujours en se fiant à leur étiquette, parfois en avertissant les gens, parfois non. Questions et dialogues, c'est sûr, souvent en communication sensible, les animateurs de communauté vont répondre aux questions, vont interagir avec les gens. C'est assez rare que, même s'ils sont dans un contexte où leur réputation est attaquée, parfois on pourrait penser qu'ils ont tendance à se fermer, on ne répondra pas aux questions, mais non, même quand ça allait très mal, ils répondaient toujours aux questions des gens. Et ça, c'est intéressant de le noter. Et finalement, ignorer les commentaires, c'est plus fréquent qu'on le pense, surtout quand c'est des situations mineures, on préfère l'ignorer, le laisser filer que d'avoir à le supprimer ou à répondre à la personne qui envoie une critique. Finalement, après la crise, on a à peu près le tiers des gens, autant les organisations que les animateurs eux-mêmes, qui ont dit on a appris de cette situation-là. Donc, l'animateur va dire j'ai appris à l'interne, il faut que je fonctionne de telle manière. L'organisation, parfois, va avoir changé ses processus. Et finalement, encore une fois, dans un cas sur 3, création de nouveaux outils de gestion. Le plus fréquent, c'était une étiquette, parce que là, ils ont vu que parfois, ils ont à supprimer des commentaires, alors il faut qu'ils puissent se baser sur un code. Donc là, ils créaient une étiquette pour pouvoir dire votre commentaire ne respecte pas l'étiquette, nous avons le droit de le supprimer. Finalement, des petites observations très rapidement. Alors, on a vu communication asymétrique. Souvent, quand les internautes se massent contre les animateurs, il y a un rapport de force qui s'installe de leur côté. Donc, ils ont un certain pouvoir, les internautes, c'est-à-dire ils peuvent créer un peu des crises sur demande en s'unissant, en attaquant l'organisation sur sa page. Et les animateurs n'ont pas toujours le contrôle, mais il faut quand même mettre une certaine précision sur le côté asymétrique. Même si les animateurs ne contrôlent pas tout, ils peuvent quand même supprimer des commentaires, ils peuvent interagir avec les gens. Donc, bref, ils ont des outils à leur disposition, même s'il y a un rapport de force. Et finalement, les bonnes pratiques qu'on a vues, c'est celles qui visent à rétablir une communication symétrique, un dialogue. Mais encore une fois, c'est sûr, on est en recherche, alors on parle de recherche, d'écoute, de veille. Bref, si on veut, en communication, on le dit souvent, la base, si on veut s'adresser à un public, il faut le connaître pour être capable de lui pousser le bon message. C'est la même chose sur les médias sociaux. Il faut prendre le temps d'écouter, de faire de la veille, dans une crise, de savoir qui sont les acteurs majeurs. On s'adresse directement à eux et ça, c'est les bonnes pratiques qu'on a vues. Et finalement, profil des animateurs de communauté, quelques termes rapidement. On l'a vu, transparence, fiabilité. L'importance qu'ils accordent à ça, c'est qu'il y a une volonté réelle de la part du milieu de connecter avec les gens sur les médias sociaux. Il y a vraiment un désir de ne pas seulement travailler pour une marque, de ne pas seulement pousser du contenu marketing, mais vraiment, ils veulent créer une communauté, discuter avec des gens, vraiment qu'il y ait un rapport humain sur les médias sociaux. Et ça, c'est intéressant. Un peu moins intéressant, ils sont prêts à supprimer des commentaires beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Et finalement, parfois, un petit manque de vision à long terme. C'est assez rare les objectifs à long terme et tout ça. Justement, peut-être des aspects qui pourront être améliorés ou travaillés dans les années à venir. Donc, on va passer maintenant à la prochaine partie sur formation et compétences des animateurs de communauté. Donc, je laisse la parole à mon collègue François Grenon. Merci, Anthony. Vous aurez compris qu'on présente d'abord toute l'étude et par la suite, on sera disponible et ouvert aux questions, bien sûr, parce qu'on a le temps que tu t'installes, François, parce que, bien sûr, on ne voudra pas être qu'en mode diffusion, mais en mode interaction. Mais on va d'abord présenter les données avant d'en discuter. Voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne avec nous. Alors, on fait le lien, naturellement, avec cette première partie
qui traitait pour la plupart des professionnels de la communication qui effectivement ont pour partie de travail ou sinon travail total d'animer des communautés. Alors, on s'est posé la question suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, pour être animateur de communauté, quelle formation cela sous-tend-il? Alors, quelle devrait être la formation des animateurs de communauté et également, naturellement, par extension, les compétences, qualités propres à ce travail. Pour pouvoir y arriver, on est parti, j'ai écrit ici une proposition, je devrais davantage appeler ça peut-être une intuition qu'on a eue à l'Observatoire, parce que naturellement, comme on est tous issus du monde de la communication et des relations publiques en particulier, on est convaincus à la base que la formation requise, les compétences requises pour travailler dans les médias sociaux, pour gérer la réputation d'une organisation et le propre et enfin une extension de ce que sont les relations publiques, donc de ce que l'on apprend. Mais c'est bien beau de le dire, c'est bien beau d'en être convaincu entre nous, mais on s'est dit on pourrait fouiller effectivement cet aspect-là pour dire, bien, est-ce qu'effectivement la formation qui est offerte correspond à ce que devrait être le rôle d'animateur de communauté. Donc, par voie de conséquence, être de niveau professionnel et être encadré dans une institution de niveau supérieur, c'est-à-dire universitaire. Ce que l'on présente ici, naturellement, c'est une exploration, hein? Donc c'est une amorce de recherche, un peu un déblayage de terrain, qui pourra naturellement se poursuivre et on proposera tout à l'heure quelques avenues de recherche supplémentaires. Mais tout d'abord, pour pouvoir effectivement aller faire une quête de données préliminaires, alors on a dit on va aller regarder effectivement s'il existe dans la littérature, c'est-à-dire dans les livres qui ont déjà été écrits sur les médias sociaux, en lien avec les médias sociaux, et également sur le web, notamment dans les blogs d'experts, s'il existe effectivement une définition de ce qu'est un animateur de communauté. Donc, on a cherché à savoir, bon, quels sont les titres qui sont attribués à ceux qui travaillent aux médias sociaux, les fonctions, les compétences, les qualités qui sont requises pour pouvoir y travailler. Ensuite, on s'est dit, bien, regardons également de l'autre côté la formation qui est présentement offerte. Alors, on a dû, naturellement, en cours de route, compte tenu du corpus accumulé, on a dû limiter l'aspect de recherche de formation au Québec, parce que déjà au Québec, il y avait beaucoup d'éléments qui ressortaient. Naturellement, la recherche a été presque essentiellement faite du côté Internet. Mais on a regardé, bien, présentement, la formation qui est offerte, quelle est-elle? Alors, autant la formation en institution, que la formation également dans le secteur privé. Donc, une formation qui s'adresse d'un côté davantage aux étudiants qui aspirent à embrasser le métier de communicant, que de l'autre côté, des formations privées qui viennent tout simplement donner, ce qu'on appelle nous ici la formation continue, qui viennent donner des compétences supplémentaires aux professionnels qui sont déjà sur le marché du travail et qui veulent savoir un peu comment travailler avec les médias sociaux. Alors, pour y arriver, on a fait un recensement. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est naturellement de faire un recensement de données scientifiques. Force est de constater que lorsque l'on parle de métiers qui sont liés aux médias sociaux, ce sont davantage des professionnels, des praticiens du domaine qui ont écrit sur le sujet des médias sociaux sous différents aspects, notamment sur la réputation, et qui, à travers leurs écrits, leurs livres, vont consacrer tantôt un chapitre au métier, ou sinon, des fois, tout simplement un ou deux paragraphes pour évoquer les titres et les principales fonctions qui y sont associées. Donc, quand même, peu d'ouvrages qui, effectivement, traitent de la question des métiers liés aux médias sociaux. Par contre, sur le web, beaucoup plus de sources, beaucoup plus abondantes sur, effectivement, quels sont les métiers, et on va constater tout à l'heure par les résultats qu'on est dans un domaine de métiers émergents. Du côté de la formation, je l'avais déjà mentionné, beaucoup d'offres de formation, principalement dans le domaine privé. Ce que l'on a fait après cette quête d'information, c'est qu'en parallèle, on a constitué un groupe d'experts, donc de six
experts et expertes qui sont associés au domaine des médias sociaux, qui pour la plupart, la moitié, œuvrent déjà comme animateurs et animatrices de communauté et l'autre moitié davantage en planification liée aux médias sociaux. Donc, en cours de route, on a dit, ben, on va ramasser le corpus et ensuite, on va le présenter au groupe témoin qui va faire ses commentaires, va enrichir la proposition et va orienter un peu la recherche et pour finalement arriver avec une proposition à la fin de cueillette peut-être plus approfondie. Alors, on a constitué comme corpus 41 fiches de lecture distinctes, avec naturellement un certain nombre de critères pour embarquer, pour considérer une source plutôt qu'une autre, donc des critères de crédibilité également, un minimum de définition. Et comme je le mentionnais par la suite, on arrivera avec des propositions finales. Dans les résultats, on se rend compte que, premièrement, il y a énormément, il y a une très grande diversité, naturellement, de titres qui sont associés aux médias sociaux. Ça s'explique naturellement parce que les auteurs qui en parlent sont eux-mêmes des praticiens et que, naturellement, ce sont des métiers émergents. Alors, c'est les entreprises qui, au fur et à mesure, ont décidé de donner des titres à leurs employés, de les modifier. Donc, on arrive à une très, très grande diversité. Non seulement une grande diversité de titres avec définitions qui, naturellement, ne correspondent pas toujours, même pour un même titre, un community manager pour un auteur n'aura pas nécessairement les mêmes fonctions que pour un autre auteur, mais également, on se rend compte qu'on a de plus en plus une grande diversité dans les fonctions qui sont attribuées aux médias sociaux. Il y a certains auteurs qui en identifient jusqu'à 8, 9 et parfois même 10 fonctions dans les médias sociaux. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'on parle beaucoup naturellement d'animateurs de communauté ou de community manager, mais avec le temps, on se rend compte que s'il est vrai qu'une seule personne peut être en charge des médias sociaux et faire toutes les tâches qui y sont rattachées, on se rend compte qu'on assiste là encore, un peu comme on l'a vu, j'imagine, dans d'autres professions, notamment en relations publiques, on assiste à une spécialisation du domaine où, dans certaines grandes entreprises, notamment aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a la tâche de faire de la veille et qui ne fait que de la veille. Alors que d'un autre côté, il y a quelqu'un qui est responsable d'animer les communautés et qui ne fait qu'animer les communautés, qui ne fera pas nécessairement de veille conjointe, en tout cas aussi poussée que le veilleur. Donc, multiplication des fonctions, spécialisation des fonctions. À travers tout ça, on a quand même fait ressortir certaines tangentes, c'est-à-dire que la réalité est la suivante, c'est que dans la plupart des organisations, et celles que vous connaissez possiblement comme nous ici au Québec, c'est que la tâche d'animateur de communauté, des fois, n'est pas un temps plein en soi, c'est une tâche qui est cumulée avec d'autres fonctions, soit celles qui sont liées au web, animateur web ou sinon responsable des contenus web, ou sinon à carrément un travail de relations publiques, donc un relationniste qui effectivement se trouve à faire l'animation de communauté, ou sinon carrément du côté de du service à la clientèle. Donc, on a quand même recensé tout simplement l'occurrence des titres et celui qui ressort le plus fréquemment, c'est le Community Manager, autant en français qu'en anglais, parce que les sources sont autant des États-Unis, du Québec, du Canada que de l'Europe. Ce que l'on constate, par contre, à travers tout ça, c'est que dans la définition des tâches qui sont propres à l'animateur de communauté, on remarque toujours qu'il y a cette dualité, c'est-à-dire, oui, d'animer la communauté, mais également le rôle de stratège ou de planificateur, c'est-à-dire la personne qui, effectivement, va exercer une veille de ce qui se dit, hein, et également qui va voir à mettre du contenu pour, naturellement, tantôt corriger, tantôt animer les communautés. Donc, c'est la double fonction qui existe, peu importe que la personne soit seule ou qu'il y ait duplication du rôle dans les organisations. Du côté de la formation, maintenant, ce que l'on constate du côté de la formation, c'est que du côté institutionnel, on remarque que la formation qui est offerte se retrouve davantage au cégep ici, donc au niveau collégial pour le Québec, et même du côté du professionnel, c'est-à-dire du professionnel secondaire, que du côté universitaire.
Alors, c'est sûr que le recensement qui a été fait à partir des données web qui ont été recueillies. On a regardé quel programme, effectivement, était consacré à l'enseignement des médias sociaux. On n'est pas allé voir, disons, dans chaque programme s'il y a un cours qui était consacré aux médias sociaux. Donc, on s'entend bien qu'on a juste pris la nomination des programmes et on a regardé ce qui était web, médias sociaux. Et on se rend compte que l'offre de formation qui est faite aux futurs praticiens de la communication se retrouve davantage au niveau cégep qu'universitaire. Du côté du domaine privé, c'est-à-dire des formateurs privés, comme moi je le fais, parce que moi j'ai le double chapeau, j'enseigne à l'université, mais j'enseigne également au privé, on constate que de ce côté-là, c'est une effervescence absolument incroyable au Québec, avec, je pense, à peu près 56 cours qui ont été répertoriés en l'espace de seulement un mois, qui sont donnés par des praticiens du domaine. Et la variété des cours est vraiment très, très grande. C'est-à-dire qu'on va de formations qui sont sur une demi-journée à des formations qui s'étendent sur un jour ou parfois même sur 2 jours. Ce qui est enseigné, c'est autant des aspects généraux que des aspects qui sont liés à la gestion de crise dans les médias sociaux ou tout simplement à l'intégration des médias sociaux. Donc, du côté privé, grande abondance. Formation également qui est offerte en ligne, c'est-à-dire tout simplement par des formations en ligne, mais peu populaire. On semble préférer avoir un formateur physique devant soi pour nous enseigner quels sont effectivement les rudiments de base des médias sociaux. Et on s'entend bien que ces formations sont autant offertes aux praticiens du domaine, donc praticiens de la communication qui veulent avoir un complément d'information, qu'à des organisations ou des entreprises qui veulent savoir comment utiliser comme organisation les médias sociaux, soit pour vendre leurs produits ou pour assurer une présence efficace. Dans les résultats, naturellement, parce qu'on a essayé de savoir, bon, outre les titres et les fonctions qui sont expliquées, on a essayé de savoir quelles sont les compétences qui sont recherchées pour travailler comme animateur de communauté. De ce côté-là encore, vous comprenez que déjà à la base, sur la définition même du travail qui est fait, il n'y avait pas nécessairement concordance d'un auteur à l'autre. Alors quand vient le temps de dire quelles sont les compétences, les qualités recherchées pour être un community manager ou pour travailler dans les médias sociaux, du côté des auteurs, on a un large éventail. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment mis à contribution les neurones de notre comité d'experts, donc notre comité témoin, et on a, avec ce qu'on avait recueilli dans les fiches, le corpus, on leur a soumis et on leur a dit, quelles sont selon vous effectivement les compétences qui devraient ressortir et qualités recherchées. Alors, voici ce qui est ressorti là. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vous présente et ce n'est pas non plus exhaustif. C'est les principales compétences et qualités qui sont ressorties. Alors, on s'entend tous pour dire que celui qui travaille effectivement aux médias sociaux, à l'animation, doit avoir un excellent jugement, doit avoir une attitude très développée pour l'écriture et une connaissance, disons, assez poussée des enjeux d'une présence sur la place publique. Et là, on fait le lien naturellement avec la première partie pour être capable de repérer une communication sensible, à la limite gérer une crise et aussi, surtout, gérer la réputation en ligne de l'organisation. Donc, d'être capable également d'exercer une veille active sur ce qui se dit sur l'organisation et également autour de l'organisation dans la zone d'influence, d'être capable d'analyser également les statistiques. On y faisait référence tout à l'heure. On a beau avoir des statistiques qui nous sont données par Facebook, mais encore faut-il pouvoir les comprendre, les analyser et s'en servir pour la planification. Avoir une connaissance de base technique aussi pour s'approprier les outils, parce que si on veut effectivement partager du web, si on veut intégrer plusieurs plateformes, il faut connaître un minimum, avoir un minimum de connaissances techniques. Maîtriser également l'environnement de l'organisation dans laquelle on évolue, c'est-à-dire surtout sur les aspects légaux qui sont liés au travail. Si on pense par exemple à quelqu'un qui travaille dans le milieu scolaire, donc avec une école, bien naturellement, vous savez que la protection de l'identité d'un élève est très, très, très poussée dans le milieu scolaire. On ne peut pas de près ou de loin être capable d'identifier un élève. Donc, juste le fait de dire « je mets une photo d'un élève sur Facebook lors d'une activité de classe », c'est quelque chose qui ne se fait pas aussi facilement. Donc, l'animateur doit être sensible naturellement aux aspects légaux qui sont liés à son domaine d'activité. Et naturellement,
tout le côté de nourrir effectivement les conversations, de nourrir les différentes plateformes par du contenu. Alors la personne qui effectivement s'occupe et gestionnaire des médias sociaux doit être capable également de fédérer les contenus et de produire et, comme on le disait tout à l'heure en faisant référence naturellement à la planification des contenus, de pouvoir planifier dans le temps